Bonsoir, c'est une émission spéciale qui débute. Réformer la France, l'État, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Nous recevons une personnalité qui est devenue l'emblème, l'incarnation même de la réforme, Jean-Louis Borloo, ancien ministre. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. D'une popularité toujours renouvelée. Regardez l'image, c'était à l'Association des maires de France et vous avez été le premier à l'applaudimètre, c'est-à-dire que les années passent, les circonstances passent et toujours vous incarnez la réforme. Un mot de ça d'abord, pourquoi vous ? Pourquoi est-ce que année après année, à chaque remaniement, chaque fois qu'il est question de réformer la France, on va chercher Jean-Louis Borloo ? On va pas le chercher. Pas assez. Non, je suis pas disponible. Pourquoi ? Je sais pas. Peut-être parce que comme j'étais très mauvais à l'école, je suis pas intelligent, je comprenais rien, et j'ai donc probablement développé la capacité à m'enrichir de l'intelligence des autres, et donc d'essayer de comprendre. Quand on me dit ça marche pas, c'est de la faute de ça. C'est jamais la bonne raison. J'essaie toujours de comprendre. Comme les gens sont toujours, au fond, assez responsables, assez bienveillants, je connais assez peu de gens qui se lèvent le matin en disant aujourd'hui, je vais être un sale type, cynique, bon, c'est pas vrai, ou une femme. Et alors, quand ça marche vraiment pas du tout, c'est qu'il y a une explication qu'on n'est pas allé voir. Et donc, c'est peut-être ça qui explique une continuité dans l'analyse. Et puis vous avez un caractère, vous êtes original Jean-Louis Borloo, et on le verra dans les idées que vous développez dans quelques instants. Pascal Perry va nous rejoindre pour l'économie, ensuite Valérie Pécresse, Karim Ouamram, c'est dire que tous les camps politiques aussi, en tout cas très largement, s'intéressent à vos idées. On va parler de votre réforme de la France telle que vous l'imaginez, c'est-à-dire que l'État regarde ses propres tâches et laisse les régions assurer les leurs. D'abord, votre réaction aux événements de la soirée, Vladimir Poutine, on va y revenir, qui fait une apparition spectaculaire, et puis ces déclarations du chef d'état-major des armées quand il dit « Il faut accepter de perdre nos enfants », ébullition ce soir dans la classe politique. Quelle est votre réaction ? Malheureusement, des enfants, on en perd déjà. Le petit Elias, la petite Philippine, le petit Mehdi, et on perd ses enfants. Le problème, c'est d'abord de faire nation. Et on ne sacrifiera peut-être un jour des enfants que si on fait nation. Bon. On ne met en danger que pour défendre ce qu'on est. Et notre problème, c'est qu'on est en train de ne plus être une nation. Voilà. C'est-à-dire que les poutres fondamentales de ce qui fait notre nation, le nid, le logement, catastrophe, la santé, les anciens, les petits, les crèches sont pas au bon endroit, la sécurité, la chaîne judiciaire, la chaîne hospitalière, enfin l'État dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, notre système est tellement désorganisé, et ça on peut en dire vraiment deux mots, parce qu'il faut que les gens comprennent bien que le système est malade, qu'on est sur le Titanic, qu'on continue à faire de la musique, à servir des plats, une espèce de fiction tout à fait extravagante, mais qu'en vérité, on est malade, on n'est pas un peuple d'imbéciles, on a des gens plutôt bien formés, et donc on a, comme toujours dans les faillites, un problème d'organisation et de ressources humaines. Mais pardon, l'organisation, c'est ce qui fait le destin des nations. Le général de Gaulle, en 69, parle de destin quand il fait son référendum en disant « il est temps que la province puisse assumer le destin de ce qui les concerne ». Il parle du destin de la nation. Est-ce que ça va jusqu'à menacer la sécurité ? Alors, oui. Personne n'espère la guerre, ne la souhaite, mais si par malheur il devait y avoir des événements guerriers à un degré ou à un autre, est-ce que ça met en danger, disons, l'unité nationale ? Tout ce que vous dites. Mais, monsieur, quand rien ne marche, ni la mobilisation, ni la communication, ni l'euphorie, ni la capacité militaire. Enfin, je veux dire, quand on a le pire déficit d'Europe, on a la plus grosse charge fiscale d'Europe, et on se dégrade à peu près dans tous les domaines plus vite que les autres. Donc, y compris dans la capacité militaire, y compris dans la capacité aéronautique, y compris dans l'espace. On n'y est pas. Et on n'y sera pas si on ne fait pas une réforme fondamentale de notre architecture publique. En gros, on a eu la monarchie, on a eu la révolution, très, très égalitaire, le code Napoléon, et depuis 1960 à peu près, on a démantelé tout ça avec un système émietté. Je suis sûr que si je vous dis est-ce que la France est centralisée, vous allez me dire oui. Mais c'est pas vrai. Aucun pays au monde est aussi émietté. Les partenaires sociaux, estimables, gèrent
2 fois le budget de l'État, pour simplifier, et les collectivités plus que le budget de l'État. Tout ça dans des organisations complètement démentes. Alors du coup, vous avez des contrôleurs, des coordinateurs, des inspecteurs, des contrôleurs, parce que vous avez le comité de suivi, le comité de... Enfin, c'est un truc de dingue. On était un pays de producteurs, d'ingénieurs, d'agriculteurs, de médecins. Enfin, c'est vraiment un pays de créateurs. Et on est devenu un pays d'inspecteurs, de contrôleurs, de conseillers d'État. Même chez vous, vous avez l'Arcom qui vous suit à la minute près. On a même une commission de conseil de contrôle des sondages. Donc, on a changé de monde. Vous savez, quand un pays, ce sont les contrôleurs et les inspecteurs qui ont fini par prendre le pouvoir, ce pays est mort. On va revenir sur ce que vous dites, c'est-à-dire cette espèce de surinflation. Vous dites, on n'a ni le beurre, ni l'argent du beurre, c'est-à-dire il n'y a ni le bon côté de la décentralisation, ni le bon côté de la décentralisation. Mais avant ça, si on reste quelques instants à ce bruit énorme autour des déclarations de Gérald Mandon, le service militaire, quand vous dites faire nation, est-ce que selon vous, qu'est-ce que vous faisiez en 97 quand Chirac l'a suspendu? Où est-ce que vous étiez? Vous vous souvenez? Vous étiez ministre? Non, j'étais maire de Valenciennes. Voilà. Et vous étiez pour à l'époque, pour suspendre le service militaire? J'avais compris que les militaires considéraient qu'ils n'avaient plus les moyens d'encadrer la jeunesse de France. Mais il y a plein de façons d'encadrer la jeunesse de France. Vous voyez, il y a une autre façon. À Épinal, Philippe Seguin, c'était simple. Tous les enfants d'Épinal, le matin, c'était apprendre à lire, écrire, compter, histoire, géo. L'après-midi et toutes les vacances, c'était du sport à outrance, de la culture, enfin toutes les passions dans des clubs, c'est-à-dire dans le système organisé avec des éducateurs. La France est un pays d'éducateurs. Nous n'avons plus nos éducateurs. Est-ce qu'un peu de patriotisme, certains diront nationalisme, fait du bien? Ségolène Royal, vous aimez bien Ségolène Royal? Oui. Moi, Ségolène Royal dit il faudrait le saluer au drapeau, comme le font beaucoup d'Américains le matin. Vous le pensez, ça? Mais je pense surtout que si tous les jeunes de France, pour avoir un diplôme universitaire, avaient une obligation de passer au moins 3 mois dans un système humanitaire ou de soutien, que nos Français qui vivent hors de France et qui se font soigner, pourraient peut-être réfléchir 2 minutes à la fiscalité. Quand on appartient à une nation, on paye les impôts de la nation, retranchés de ce qu'on... Enfin, la solidarité, elle est à tous les étages. Bon. Moi, ce qui m'inquiète, vraiment, parce que si on prend la jeunesse, il faut bien comprendre où en est la jeunesse de France. Elle est en train de déraper à une vitesse extraordinaire. On a 1 million de gamins au pied des immeubles. 1 million. On a 50 000 gosses qui sont des enfants soldats. C'est-à-dire, sur la définition militaire, qu'on touchait une arme avant la puberté. On a 50 000, dis-nous. Oui, on a. Qu'est-ce que vous comptez là-dedans? Narcotrafiquants, ceux qui touchent au narcotrafic? Mais le narcotrafic, c'est un des éléments. Mais excusez-moi, mais le petit racket, la violence gratuite, le viol, la bousculade, l'intimidation, les faux médicaments. Enfin bref, on n'a pas que le narcotrafic. On a beaucoup de choses. On ne peut pas compter. On a 400 000 jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance. On a 150 000 par l'aide PJJ, c'est-à-dire par des dispositifs. Mais j'ai jamais vu un gamin frapper à la porte d'un dispositif. Si on veut s'occuper des gamins de France, il faut voir le précepte africain. Il faut tout un village pour élever un enfant. Donc nous, on a des dispositifs. Le Conseil général, la ville, l'agglomération. On est dingue. On est les éducateurs. On est fous. Il faut simplement tout simplifier. Qui fait quoi? À vous entendre, la France se tiers-mondise. Le mot est passé de mode, on l'utilise plus guère, mais en fait, la France se tiers-mondise. Avec une telle désorganisation. Parce que le paradoxe de ça, c'est que vous avez une vitalité française extravagante. Vous allez dans un CFA, dans un lycée provincial, Patrick Martin m'appelait, il en sortait tout à l'heure, en matière sportive, artistique, on a une vitalité et une paralysie sur les sujets publics qui sont les fondamentaux de ce qui fait nation. C'est ça notre drame. Et c'est ça qu'il faut débloquer. Il y en a qui veulent tout bloquer. Moi, je veux tout débloquer dans un pacte de confiance avec les provinces. Jean-Louis Borloo, vous prenez 2 exemples. J'aimerais qu'on les illustre ici simplement par 2 images, parce que vous dites c'est l'exemple de ce qui pourrait marcher quand vraiment on y met une certaine volonté et quand on met de côté les bureaucraties et les normes. C'est la rénovation de Notre-Dame bien sûr. Et c'est les Jeux Olympiques, la fameuse vasque, c'est-à-dire que si on avait respecté tous les bureaux, tous les comités Théodule qui auraient dit « ah, c'est pas possible », etc., ça n'aurait jamais eu lieu. Mais jamais, on n'aurait pas commencé Notre-Dame. Je donnais, juste à côté, au moment, t'as Notre-Dame, puis t'as le commissariat de Boulogne. Ouais. Il y a 18 ans, on dit « il faut le refaire, c'est le pire, c'est honteux ». Enfin bref, peu importe. Voilà, le 20h, on fait, machin, etc.
Sauf que l'État, dans son organisation, il n'a pas une thune. Donc il va aller voir la ville de Boulogne. Je la fais courte. Mais après, ça ne suffit pas. L'agglomération de Boulogne, puis le département de Hauts-de-Seine, puis la région Île-de-France, puis le gars qui gère les fonds européens, les fonds fédéraux, puis l'intérieur. Bon. Alors, 18 ans. Ça veut dire, pardon, qu'on comprenne bien, 40... tous ces gens-là, sans méchanceté, mais enfin, c'est de la bureaucratie. Toutes ces bureaucraties. Il n'y a rien à moins de 7 en France. Mais dans quel pays, pour faire une piscine, un dojo, une école, une crèche, il faut être 7 financeurs, 7 organisateurs, 7 caprices. Ouais. Chacun y met son truc. Bon, résultat, ça fait 18 ans, on n'a pas commencé. Bon, voilà. Et le devis était à 13 millions, il est aujourd'hui à 30. Bon, Notre-Dame, pourquoi ça marche, Notre-Dame ? Parce qu'il y a du génie français, les artisans. Mais pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a une volonté. Non, parce que c'était tellement mondial et symbolique qu'on a fait une loi disant toutes les règles françaises, on les abandonne. Voilà, on les a, parce que sinon tu aurais eu l'avis de l'aviation civile, des voies navigables, de l'archer des bâtiments de France, de je sais pas quoi, la ville qui a un droit, le département, la région. Bon, donc c'est la preuve. On est obligé de tuer tout notre système enchevêtré pour faire Notre-Dame. Tu mets un général et c'est des fonds privés. Parce que qui a financé Notre-Dame ? Et la volonté du président, disons les choses. C'est parce que c'est le président de la République qui dit je veux. Mais moi, bravo, j'ai pas de sujet avec ça. Ce qui parce que le président, il sera plus là dans 500 dodo. Mais il y en aura un autre. Non, mais donc, il faut bien, lui, qu'il ait une place bien particulière. C'est pas mon problème. Mais attendez, avant ça, on va réformer la France, parce que on va pas continuer comme ça. C'est impossible. De crise en crise, on va pas s'en sortir. Bon. Eh bien, voilà 2 exemples. C'est 350 000 donateurs, avec des petits donateurs qui ont sauvé Notre-Dame. Il y a 2-3 très grandes familles, et merci à elles. 352 000 donateurs français pour l'essentiel. Voilà. Donc la France, elle est capable de générosité, elle est capable d'épouser. La France, maintenant, elle a besoin d'une épopée. En bon français, quand est-ce que ça a merdé ? C'est-à-dire, d'après vous, à quel moment on est passé dans le système ? Vous faisiez référence tout à l'heure au général de Gaulle, qui avait peut-être des défauts, mais on ne peut pas dire qu'il était bureaucratique. Et on est passé dans le monde... En 69, il a dit, il se joue dans ce référendum le destin de la France. Et il avait raison. La participation, vous voulez dire ? Non, 69, il a proposé qu'on transfère pas la décentralisation, où tu gardes à Paris, t'envoies un peu d'oseille et puis tu rigoles comme ça. Non. Il avait proposé que les provinces prennent leur destin. Et moi, je peux vous dire sur quoi il faut le faire. Le logement. Mais pourquoi c'est pas les Bretons qui s'occupent du logement des Bretons, les Alsaciens, etc. Le logement, les rivières, l'écologie, la gestion du personnel scolaire, le sport, enfin tout ce qui concerne la santé publique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 15 ans, Monsieur Rochebin, on a tellement tout bureaucratisé. Il y a 15 ans, l'hôpital était géré par les médecins. On leur a dit non, on va mettre des gestionnaires. 15 ans après, on est passé de 5% de frais de structure à 37% de frais de structure. Il est là le drame de l'hôpital. Donc, il faut faire confiance. Plus c'est compliqué, plus il y a de fiefs, plus il faut des coordinateurs et des inspecteurs et des contrôleurs. Mais Jean-Louis Borloo, vous savez que c'est une sorte de monarchie républicaine, sous quel président est-ce qu'il y a eu le tournant ? Il y a bien un moment où on a accumulé ces administrations. Non, comme toujours, c'est une succession de décisions qui peuvent paraître pertinentes au moment où elles sont prises. Dans un accord général. Alors, t'as l'Europe déjà. Excuse-moi, mais on n'a pas tiré les conséquences de ça. Tu n'as plus la monnaie. Donc, on n'a pas trouvé de nouveau système d'ajuster notre économie. Alors, tu l'ajustes plus par l'euro. Puis après, tu as les régions. Mais les régions, tu leur donnes pas le pouvoir. C'est juste un guichet. Puis le département, c'est plus le préfet. Puis tu crées les agglos, puis tu crées les métropoles. Tu crées 20 autorités administrative indépendante. Le prix de l'énergie est calculé à la commission de régulation de l'énergie. Alors, il y a un ministère de l'énergie. Bon, donc, une des 1800 organismes publics, et alors, les agglos, les établissements publics territoriaux, c'est une folie. Il n'y a pas d'équivalent. Jean-Louis Borloo, allez, Borloo-Land, votre monde idéal. Voilà, comme on fait chez Walt Disney, on entre, c'est marqué Jean-Louis Borloo à l'entrée. Donc, si on comprend bien, il y a un État resserré. Alors, l'État, il fait son job, il se concentre là-dessus. Les grandes missions d'État. Sécurité, justice, et donc chaîne. On ne peut pas garder la justice dans cet état-là. On ne peut pas garder des procédures aussi. Bon. Et à côté de ça, des régions, des vraies régions. Sécurité intérieure, sécurité extérieure, justice, l'avenir, l'espace, la recherche, la mer et les océans, l'équité territoriale, bref, ce qui fait le corps de notre nation. Et tout ce qui est les peines et soins pour les mamans, pour les enfants, pour les parents, pour les familles, pour les clubs,
C'est la province, avec un parlement de province, toutes les lois, décrets, 420 000 décrets, arrêtés ministériels en vie. Tout ça, c'est dissous dans l'année, et chaque province, alors en gros les régions pour ça, mais avec toute la partie État est dans la même organisation, la partie départementale. Attendez, Jean-Louis Borloo, attendez. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça représente beaucoup de fonctionnaires. Vous pas me dire. Alors qu'est-ce que vous allez faire de ces fonctionnaires? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais attendez, on va réorganiser tout ça. Attendez, là, vous fuyez un peu. Ça commence à être facile. Ça veut dire quoi, réorganiser? Le fonctionnaire, vous allez dire, je vais vous réorganiser, il comprendra monsieur, quoi? On a recruté 1 million de fonctionnaires. Mais on a recruté quoi? Des contrôleurs, des inspecteurs et des codeurs. Bon, on va réorganiser le pays. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que votre contrôleur, vous allez lui dire, écoutez mon ami, vous allez faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir en appui. Dans les sous-préfectures, il n'y a plus de cadres. Ouais. Il y a 234 sous-préfectures en France désertiques. Ça s'appelle de la gestion de ressources humaines. La question première, monsieur, elle est simple. Est-ce que c'est pertinent de rester comme ça ou est-ce qu'on en change? Quand on en change, ça s'appelle une période de transition. Vous avez des ressources humaines à réaffecter, vous changez de métier. Évidemment. Et la première année, je veux dire, ça a même coûté un peu d'argent. Parce que toute mutation coûte de l'argent. Mais après, c'est pas le bon moment, si je peux me permettre. À l'arrivée, combien est-ce qu'on va économiser? Le surcoût, je ne peux pas vous dire combien on économise. Ce que je peux vous dire, quel est le surcoût. Alors, d'après l'IFRAP, c'est 100 milliards. D'après moi, c'est entre 120 et 140. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que vous avez libéré toutes les énergies. Les usines vont revenir. Les grues du bâtiment, elles vont revenir. C'est-à-dire, on a baissé de 40% notre production. Vous savez ce que c'est en termes de PIB? On dit, quand le bâtiment va, tout va. C'est pas à cause des Ukrainiens, ça. C'est pas à cause des Mauritaniens. C'est juste notre système est tellement fou. C'est ce que pour construire, il faut le SRAEDET, le machin, l'ANCT, l'ANRU, l'ANA. Non mais on est dingue. Donc des trucs simples. Les modèles incohérents sont des modèles ruineux. Jean-Louis Borloo, on va faire entrer Pascal Perry, puisque vous avez articulé des chiffres. Quand on parle chiffres, c'est Pascal Perry qui nous rejoint. Vous avez dit 130 milliards, peut-être davantage. C'est comme dans les commissariats de police, il y a le gentil, il y a le méchant. Moi, je suis le gentil flic. Je vous présente le méchant. Il est là, Pascal Perry. Pascal Perry. Bonsoir Darius, bonsoir Jean-Louis Borloo. L'OCDE considère que le prix de la complexité en France, c'est 80 milliards d'euros. Pas 100, pas 120, 140, mais 80. Imaginons qu'on les gagne. Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on baisse les impôts et lesquels? Attendez, l'OCDE dit 80 milliards, c'est pas discuté. La Commission européenne dit un peu plus, 130. Mais ils connaissent pas vraiment. C'est-à-dire ce que j'ai dit sur le commissariat de Boulogne-Billancourt, qui va se terminer à 2 fois le prix par la complexité, la CD du Grand Paris, qui se termine à 2 fois le prix à cause de la complexité, ça, c'est pas dans les chiffres. La relance de la production des logements, des usines, par la simplification, c'est pas... La complexité, c'est 80 milliards. Il y a toujours de l'inertie, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, et puis ça met du temps. Mais imaginons que les premières années, on gagne 20 ou 30 milliards d'euros par an. Ce serait déjà bien, ce serait une belle performance. Est-ce qu'on baisse les impôts avec ça? Et d'ailleurs, quels impôts selon vous? Mais m'en veuillez pas, quand on fait une telle révolution, parce que changer notre modèle, où on a l'impression que l'État, une espèce de protecteur égalitaire, c'est une blague absolue. Il suffit d'aller voir entre Grigny et Puteaux, enfin tout ça est une blague. Enfin, admettons. La France on a cette pensée millénaire. Changer pour un pacte de confiance en disant, ben voilà, des élus sont capables de prendre le destin éducatif des gamins, des enfants, des adultes handicapés. Je veux dire, c'est un truc, on nous a tellement seriné qu'il fallait qu'il y ait des gars à Bercy qui t'expliquent comment curer la rivière, comment on taille les haies, parce que c'est ça la réalité quand même. Bon, mais on est fou. Bon, les cantines scolaires, c'est un arrêté ministériel, c'est-à-dire la nature des aliments. Le garage à vélo devant la gare, c'est le ministère. On s'est tellement habitué qu'on a un problème de désintoxication de notre propre modèle. Attends, donc je dis qu'il faut 5 ans, pas pour le décider, pas pour enclencher la mutation, mais pour être intelligent, parce que tout ça, c'est des êtres humains, c'est des rêves. Je pense que c'est la grande nouvelle épopée française. Parce qu'on est à l'arrêt, là, tout le monde se fout sur la gueule, touche pas à ma retraite, touche pas à machin, touche pas à... Et quand tu es à l'arrêt, t'as pas de perspective, tu deviens haineux et crétin. Je suis un peu obsédé par la question, pardon, mais il faut baisser les impôts, selon vous?
Ah bah, j'espère bien qu'on va baisser les impôts de production en tous les cas, mais on ne peut baisser les impôts que si on devient efficace. Bien sûr. Mais attends, il faut bien comprendre que le résultat, c'est l'efficacité ou pas du modèle. Après, tu as le résultat. Eh ben, si tu n'es pas efficace, tu as un résultat catastrophique. 170 milliards, attention, mais c'est une blague. Et si tu mets la réalité, si tu mets l'état des prisons, l'état de la justice judiciaire, non mais je veux dire, l'état de l'université, tout ça sont des chiffres fictifs. Et d'ailleurs, on fait un débat parlementaire pour savoir si on fait 7 ou 8 milliards ou moins sur les prévisions des mecs de Bercy qui se sont trompés de 60 milliards la dernière fois. Tout ça est un peu... 40, vous y allez fort. Non, 20, 42. 40, 20 plus 10, 20. plus 10 la semaine dernière. 70. Ouais. Alors 70 en 3 fois, je veux bien, mais ça fait quand même 70 à la fin de la journée. Toujours dans le même sens. Hein. Ouais. Bon. Donc on peut dire que ça se cumule, 70. Donc il faut désengorger le système. Moi je ne dis pas qu'on a trop de fonctionnaires ou pas, c'est pas ça. Ah ben, on peut y arriver, oui. Non, on a trop de systèmes de contrôle. Qui sont mal employés. Il faut dans le privé, et aussi il y a ce défaut, le reporting. Pourquoi il y a tant de cadres qui aiment plus leur métier, qui sont désabusés parce qu'on leur fait du reporting. Bon, sauf qu'ils ont la contrainte du résultat. Nous, là, il n'y a pas de contrainte. Tu as une poche, tu pompes des impôts. Donc, mais attendez, vous avez été ministre de l'économie. Oui. Alors bon. Vous nous décrivez une situation qu'on peut partager. La question, c'est pas de savoir pourquoi il faut changer. On comprend pourquoi il faut changer. C'est comment. Vous avez été ministre. Oui. Quel est le premier obstacle que vous avez rencontré pour engager cette transformation ? Je vais vous dire, j'ai eu la chance d'être à un moment qui était encore un peu différent, où on pouvait, avec une détermination absolue, tout bousculer. L'agence de rénovation urbaine, par exemple. Au départ, c'était un bureau de bienveillance. Entre les élus, les HLM, moi je le présidais même pas alors que j'étais le ministre qui l'avait fondé. Ça se passait en 4 réunions. T'es sûr que ça va suffire pour changer la donne du quartier, etc. Le plus grand chantier civil de l'histoire de France. Le plus grand chantier civil, 11 fois Haussmann. Ça s'est fait à la bonne franquette, hein. Ça s'est fait entre nous, tranquillement. Puis un jour, c'était un parti, alors... Bercy est arrivé. Ils ont voulu rentrer au conseil d'administration. Et là, on a fait une administration folle. L'autre jour, j'étais avec le préfet de Seine-Saint-Denis. Il était là, il était vous êtes content, monsieur le ministre? Il m'appelle, je suis plus ministre depuis 15 générations. Mais vieux genre. Bon, vous êtes content? Je dis, ah bon, pourquoi? J'ai 84 qui s'occupent de la rénovation urbaine à la préfecture. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est vous qui dessinez les plans? Mais on a bureaucratisé ce truc. Alors, ça s'est arrêté. Ouais. Voilà, quasiment arrêté. On ne se rend pas compte de notre perte d'énergie. C'est-à-dire, pardon, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand c'est la fille du Trésor qui explique, tout le monde, et rédige qu'on n'a pas besoin de construire plus de 230 000 logements par an. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question de Pascal Perry sur les impôts. Oui ou non, est-ce qu'il faut entrer dans une baisse drastique d'impôts? Vous avez une très bonne perception de la géographie de Paris. Vous dites il faut aller sur la Seine et voir le côté arrogant de Bercy, avec cette architecture très spéciale, cette immense architecture qui s'enfonce dans la Seine. Hein. Il y a quelque chose là même de physiquement envahissant. C'est un navire. C'est un navire amiral. Un gros navire. L'architecture raconte toujours un régime. C'est Chemetov. Donc d'abord, très peu de prise au peuple. Hein, vous rentrez, c'est tout petit. Puis d'ailleurs, vous êtes accueillis par des douaniers. Donc vous savez que vous n'êtes pas tout à fait chez vous, même si j'adore le corps des douaniers. Mais déjà, psychologiquement... Alors, si vous allez au bureau 52-12, ne cherchez pas au 5e étage, pile 2 et escalier 12. Non, parce que c'est un code que pour les gens de l'interne. Vous n'avez que... Et vous avez remarqué qu'ils mettent les ministres tout au bout, tout au bout, dans un truc autonome, ils peuvent fuir par la Seine et par les airs. Vedette. Bon. La vedette du ministère de la... Non, mais c'est pour fuir. Après la Seine, vous prenez la Non, Manche, attendez, là vous exagérez, vous allez un peu trop loin. Moi, j'ai lu votre document, je l'ai trouvé tout à fait passionnant dans la méthodologie. C'est un vieux truc, il y a 3-4 ans. J'avais envoyé au président de la République, à 400 personnes. Très bien. Vous avez reçu un retour, d'ailleurs, du président de la République? Il a accusé réception? Oui, j'ai entendu presque les mots, il a lancé, à la suite de ça, le Conseil national de la refondation. Alors, entre techno, donc ça n'a strictement rien pu donner, parce que
par nature, ça ne peut pas venir du gouvernement. Une révolution comme ça va venir du peuple français. Permettez-moi d'aller un peu plus loin, parce que j'ai lu ce document avec intérêt. Oui. Vous dites, voilà, ce sont les inspecteurs des finances qui paralysent ce pays. Vous les comparez d'ailleurs aux anciens fermiers généraux, en disant, voilà, ces gars-là ont mis la main sur l'État, sur l'administration, c'est foutu. Il faut commencer par ça, alors, peut-être, oui, bien sûr. Non ? Ah ben bien sûr, mais c'est pas eux, c'est les fermiers généraux, c'était qui? C'était les gens qui prélevaient l'impôt pour le compte du roi pas cher en échange des prébendes. Oui, c'est ça. Alors, grâce à la Révolution, on les a mis TPG. Très bon, ça là. Trésorier payeur général. Quand on a privatisé, ils étaient là, on a fait le noyau dur, ils ont pris les assurances, les banques d'affaires, les entreprises régulées, ça. Et ils sont bien individuellement. Mais quand ils sont tous ensemble, avec le regard, avec leurs copains du Conseil d'accord, ils sont brillants individuellement, ensemble, ils ont une vue tronquée. S'il n'y a pas un regard de kinésithérapeute, d'agriculteur, d'ouvrier, d'ingénieur central. L'État avant, c'était quoi? C'était des ingénieurs, c'était des agriculteurs, c'était des profs de médecine, c'était des avocats. Voilà, c'était ça l'État français. La DDE, les TP, et on faisait des Airbus, Aujourd'hui, le ministère... Mais Jean-Louis Borloo, vous les avez connus. Est-ce que le fond de leur pensée, c'est qu'on peut traire toujours plus la bête? Je ne sais pas si vous avez lu en détail, Jean-Louis Borloo, est-ce que vous avez lu en détail les notes des agences de notation? C'est très intéressant parce que la plupart d'entre elles disent la France, ça ne va pas fort, mais on lui fait confiance pour une chose, ils pourront toujours inventer des impôts. Ah ça, c'est sûr. C'est le meilleur collecteur d'impôts au monde. D'ailleurs, c'est une administration assez remarquable parce que vous observerez, qu'il n'y a jamais un scandale. Ouais. Sur un truc où les gens peuvent décider oui ou non à beaucoup d'argent, c'est une administration. Mais ils sont tous formidables, ces gens-là. Donc, il faut évidemment garder tout ça. Mais la direction des affaires immobilières, ils ne savent pas 60% près quel est le patrimoine public. Il y a 15 milliards sur les commandes publiques qui sont... Voilà, le système est fou. Il n'y a plus une organisation au monde qui marche comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas un État, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une ONG qui fonctionne désorganisée comme ça. Je ne connais pas. Voilà. Ce que j'ai constaté à les fréquenter de temps en temps, c'est que ils avaient sans doute beaucoup de compétences dans le domaine de la finance, des assurances. D'ailleurs, quand un énarque inspecteur des finances est recasé quelque part, c'est plutôt dans une entreprise financière, jamais dans l'industrie. Est-ce que ça explique en partie le fait que nous soyons désindustrialisés et qu'il y ait un malentendu entre le monde de la production et les élites gouvernementales? Oui. Eh bien, j'hésite toujours à le dire parce que ça paraît un peu fin, mais j'affirme que quand vous avez une culture de tiers financeurs, où vous gagnez votre vie en faisant des fusions-acquisitions, des spin-offs. Je veux dire, pourquoi est-ce que le leader mondial de l'environnement français est attaqué par le deuxième, qui est aussi français, avec 500 millions d'honoraires de banque d'affaires? Pardon de dire ça, mais il faut qu'on m'explique la rationalité. Ce qui s'est passé dans la sidérurgie, on est devenus des banquiers d'affaires libéraux. Le fonctionnement, mais de l'agence des participations de l'État, c'est quand même 172 milliards. C'est géré comme une toute petite banque d'affaires, pas très performante d'ailleurs. Bon, on n'a pas de stratégie industrielle. Le monde de l'entreprise industrielle, mais malheureusement, c'est vrai des services. Les services, c'est très complexe. Des industries de services. Aujourd'hui, ce sont des fermiers généraux, des conseillers d'État, des cours des comptes qui ont un regard hallucinant sur ces mondes-là. C'est pas notre monde, c'est pas le monde de l'industrie. C'est très ancien. Ça remonte à Jean-Pierre Fourcade qui considérait qu'il fallait fermer les canards boiteux. Il était ministre de l'économie et des finances de Giscard. Et il considérait qu'il fallait les fermer quand l'exploitation était en difficulté. Et puis il y a Tureux qui avait dit l'économie sans usine, etc. La faiblesse économique. C'est une tradition française. Mais la vraie tradition française, c'est les phares des balises, c'est le sous-sol. Pourquoi est-ce qu'on ne lance pas un plan de la géothermie de 200 térawatts comme on a lancé le plan de thermonucléaire? Mais pour ça, il faut des passionnés de l'industrie ou des passionnés du service, pas des passionnés du lobby. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment on refait... Vous avez été ministre, vous avez été maire de Valenciennes. J'ai envie de vous demander comment on refait le coup de Toyota. Pas à Valenciennes, puisque c'est fait, mais partout. La question, c'est comment on remet de l'industrie dans ce pays. Par quoi on commence? D'abord, il faut les aimer. Et puis, il faut les écouter.
Et ensuite, il faut savoir, si je reprends l'exemple Toyota, Sevelnor, Mercedes, Bombardier, vous savez, c'est grâce à qui on l'a fait ? Je vais vous dire. Grâce aux agriculteurs et grâce à la CGT. Racontez d'abord le coup de Toyota, que tout le monde comprenne bien ce dont vous parlez. Toyota avait décidé de faire leur première usine hors dollar et hors Japon. Et donc, il y a une compétition, il y avait 30-40 sites dans le monde, etc. Nous, on était tout petits, moi, j'étais que dalle. Et on n'avait pas le choix, nous. Bon. Comment vous avez gagné l'affaire Toyota ? Quand vous retournez, quel a été l'élément essentiel ? Jusqu'au matin de la décision, personne n'a jamais entendu parler du nom de Valenciennes. Personne. Bon. On avait juste créé une bande pour essayer de comprendre ce qui était optimal pour le japonais. Bon. Et ce qui était optimal, c'était, être accordé, autoroute, fer, machin. Donc vous savez ce qu'on a fait ? On était voir les agriculteurs. Alors on a dit, les gars, on va passer un deal. C'est vos plus beaux terrains, d'accord. Je vous propose un truc, sur 30 ans, on va vous en trouver plus, aussi bons, mais vous nous les refilez, ceux-là. Puis après, les gars, dos et force. Puis après, les Japonais, on savait qu'ils avaient des problèmes digestifs. Donc il fallait qu'on puisse avoir un faisceau pour pouvoir opérer de manière stomacale, sous le contrôle d'un chirurgien de Nagoya. Et puis ils ont des enfants. Et on savait qu'ils avaient un problème, c'est le plomb dans les classes. On a tout de suite, avant de savoir si c'était gagné, on a changé tout le... Bref, pour les il y avait 1100 critères. Ouais. Je pense qu'on a été meilleur sur probablement 1000 critères sur 1100. On n'a jamais appelé un ministre, jamais un président de la République, jamais une boîte de communication. On a juste fait notre boulot de braves mecs de province qui n'avaient pas le choix, avec 26% de chômeurs. Et comme le grand truc, c'est ouais, mais chez vous, il y a les grèves, et vous êtes entouré de communistes, etc. Eh ben, c'est la CGT qui a porté le drapeau. CGT, CFDT, c'est eux qui ont réussi, Toyota. Comment on fait ça à l'échelon du pays ? Par la même ambiance. Oui, il n'y a pas. Mais à partir du moment où vous allez libérer les provinces qui vont aménager leur territoire avec leurs nouvelles règles et qu'on va dissoudre en un an toutes les règles, vont rebâtir un modèle. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une épopée de la confiance, ce modèle-là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais comment ça va mal se terminer si on ne fait rien. Bon. Et maintenant, je crois au génie humain. Moi, je crois que, on est capable. Regardez, on est un peuple qui méprise le sport à l'école, qui est individualiste, qui le méprise à l'université. On est quasiment champion du monde de tous les sports d'équipe. On n'a pas un peu de talent quand même ? Bien sûr. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi la question du modèle social. Il y a l'industrie, on a compris qu'il fallait être pragmatique, ouvert. On aurait pu parler de l'école, on ne forme peut-être pas assez d'ingénieurs, pas assez de scientifiques, etc. Vous avez vu les derniers chiffres, là, sur les mathématiques ? Je regardais ces chiffres en Le pays cinquième. de Descartes. Ouais. Le pays des médailles Fields, ce pauvre... comment il s'appelle ? Villani. Ouais. Il est en Bretagne. Hein, mais à quoi vous l'attribuez ça ? À quoi vous l'attribuez ? C'est vrai que c'est tellement frappant. Je vais vous dire à quoi je l'attribue. Je l'attribue au fait qu'on ne peut pas demander aux profs, à l'école, de réparer toute la société. Voilà. On est en train de leur demander de s'occuper des gamins où il y a 42% de familles monoparentales, des problèmes de non-homogénéité culturelle. À Grigny, en primaire, il y a 62% de non-francophones. Il y a les réseaux, il y a machin. 62% ? Oui, parle pas français, mais oui, et on parle d'égalité des chances. Bon, il faut qu'on protège, il faut que toute la ville, tout le village protège les enfants. À Valenciennes, ils ont monté un truc, j'y suis pour rien, c'est la plateforme. Alors, tu as à la fois la primaire, l'hôpital qui a un truc, le truc pour les parents, les psychologues, c'est génial. Et les gamins, ils sont suivis tous les jours. À Orléans, ils ont fait un truc génial. À Orléans, si Benoît ou Toto, il a une difficulté à 15h10, à 15h20, l'écosystème, parce qu'il y a plein de trucs, tous nos dispositifs, ceux qui ils sont jamais activés ailleurs. Bon, ils sont prévenus. Tout de suite, on prend le gosse, on le sort de l'école. Alors, selon son tempérament, ce qu'il aime, il se retrouve l'après-midi même dans un club de judo. Mais tu as le groupe des parents du quartier qui vont voir les parents avec 2 psychologues, un psychiatre, parce qu'on fait rien sans les parents. Et il y a tout d'un coup 91% de la baisse de la délinquance des mineurs à Orléans. Ouais. On n'est pas capable de le faire, ça, partout.
Par conservatisme? On est trop conservateur? Non, on a trop de dispositifs. Et comprenez bien, moi, pour le gamin, tu as l'équipe de l'ASE, l'équipe du département, l'équipe de la CAF, l'équipe de la ville, l'équipe de l'agglo, l'équipe de l'État, l'équipe de la politique de la ville, de l'État. Mais j'ai jamais vu un gamin frapper à la porte d'un dispositif, moi. Je connais pas ça. Bon, on a des dispositifs partout, on a tout ce qu'il faut sur l'étagère, sauf que c'est pas animé parce que c'est émietté et qu'il n'y a pas de fédérateur. Alors, j'ai écouté évidemment le début de l'échange entre vous. Tout à l'heure, Jean-Louis Borloo, vous avez parlé des budgets sociaux, de la dépense sociale en France. Oui. En disant que c'est à peu près 2 fois le budget de l'État, ce qui est tout à fait vrai. Alors, il y a un sujet qui est très inquiétant, c'est que, et qu'on voit venir d'ailleurs, c'est que la société vieillit. Et vous savez comme moi que plus on vieillit, d'abord moins il y a de croissance. Une société qui vieillit est une société avec moins de croissance et plus de dépenses sociales. Et j'ai beau suivre, comme nous tous d'ailleurs, les débats à l'Assemblée nationale, je vois pas de solution se dégager et je nous vois un peu aller dans le mur. Par quoi faudrait-il commencer dans ce domaine auquel les Français sont très attachés? Alors, pour moi, le plus important, c'est le nid. Le nid à tous les âges. Bon. La politique familiale, c'est d'abord une politique d'un nid adapté, grand, avec de la mobilité. Le rapport entre le logement et la politique familiale est absolument majeur. Et avec en plus, mais c'est mes amis qui arrivent. Mais c'est pareil pour la fin de vie, hein, les logements adaptés, etc. Donc le nid, le logement me paraît absolument. Mais vous êtes d'accord là-dessus? Oui, on voit pas venir ce truc qui nous arrive dans la figure. Mais c'est absolument évident. Mais bien sûr. C'est une bonne nouvelle puisqu'on vieillit et plutôt en bonne santé. Enfin, l'espérance de vie augmente en tout cas. Regarde un jeune homme. Voilà, un gamin, exactement. Mais tout ça mobilise des moyens. On accumule les déficits dans ce domaine. C'est pour ça qui est inquiétant. Je vous dis que les résultats de déficit qui sont les pires d'Europe sont très flatteurs par rapport à notre réalité. Je pense notamment à ça. Je pense par exemple, est-ce que nucléaire, nucléaire c'est EPR. On ne se pose pas la question si on ne peut pas faire du 1000 mégawatts. C'est notre incapacité, parce qu'on n'a plus... Quand il lance à l'époque le programme nucléaire, tu avais Giraud, qui était ex-mine, qui était un... Tu vois, non mais tu avais des mecs qui aimaient l'industrie, l'aviation, etc. Je veux dire, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus en termes d'industrie et de service. On va faire entrer, merci beaucoup Pascal Perry, un homme et femme politiques de gauche et de droite qui vont se confronter à vos idées. Je vous en prie, merci beaucoup Valérie Pécresse d'être là. Merci à Karim Bouamrane. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Karim Bouamrane, vous êtes maire PS de Saint-Ouen. Merci à vous aussi. Alors vous êtes 2 figures politiques. Alors petite prime quand même à Île-de-France. Vous êtes un poids lourd. On est 2 voisins. Des voisins. On est tous les 2 à Saint-Ouen. L'Île-de-France, j'essayais de noter les... Est-ce que c'est vrai que vous représentez à vous seul, Valérie Pécresse, votre région, 30% du PIB national? Absolument. 30% du PIB de la France. Combien d'administrés? Avec 20% de la population, 12 millions. Voilà, 12 millions. C'est dire à quel point ça... Et alors vous, à Saint-Ouen, c'est un début, mais... Nous, on représente, on va dire, 30% de l'énergie francilienne, métropolitaine. Voilà, c'est très bonne réponse. L'un et l'autre... Siège de la région de France. J'aimerais vos réactions simplement au modèle Borloo, puisqu'on a compris que Jean-Louis Borloo est une boîte à idées. 71% des Français veulent la même chose. Allez, la boîte à idées Borloo, quand Jean-Louis Borloo dit la solution serait que l'État se mêle davantage de ses affaires et que pour tout le reste, il y ait des vraies régions fortes et indépendantes. Valérie Pécresse. C'est pas ce qu'il dit. Il va beaucoup plus loin que ça. Il dit il faut une république fédérale et sociale. Et c'est parce qu'il va beaucoup plus loin que ça que c'est intéressant son message. Et quand il m'a présenté son projet, moi j'ai eu le sentiment d'une évidence. J'ai eu le sentiment d'une révélation. Parce qu'en fait, on s'auto-censure, nous les élus. On dit comme vous. On dit, allez, il faudrait un État plus fort qui se ressente sur ses compétences, puis il faudrait que les régions, les départements aient plus de pouvoir. On va faire le choc de décentralisation. Personne ne comprend rien, personne ne sait de quoi on parle. Et le choc de décentralisation, c'est comme le choc de simplification. Vous voyez, c'est les trucs qu'on en parle depuis 10 ans avec des mots techno, et personne ne comprend. La République fédérale, c'est quoi? C'est le lâcher-prise total. C'est un État fort qui dit, aujourd'hui, le monde est en crise. Le narcotrafic,
la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Il nous faut une défense, il nous faut une justice, il nous faut de la sécurité. Il faut que ce soit l'État qui prenne ça. Et en revanche, toute la vie quotidienne des gens, tous ces services publics qui ne marchent plus, pour lesquels on n'arrête pas de payer. On est les champions du monde des impôts, on n'est pas les champions du monde des services publics. Si on les confiait à la proximité, si on les confiait à des provinces. Alors, Jean-Louis surfe un peu sur quelque chose qui est très fort aujourd'hui. C'est un sentiment qu'ont les Français que, finalement, ils aiment leur province, ils aiment leur région. Ils se sentent plus de leur région. Alors l'Île-de-France c'est un peu particulier parce qu'on est une région un peu monde, on est une région où on fait que passer, mais il y a quand même un attachement. Et surtout, il y a une efficacité. Et on entrera dans tous ces chapitres, mais le vision d'emblée. Je pense que pour résoudre les problèmes de la France, la dette, le déficit, la bureaucratie, l'impuissance publique, et puis les services publics, on va entrer chapitre par chapitre sur la sécurité, ça, c'est une solution sur l'immigration, sur beaucoup de sujets. Karim Momran. D'abord, je voudrais exprimer vraiment mon admiration et mon amour pour Jean-Louis Borloo. Parce que, comme disait Devers, je serai jamais vieux. Et toi, Jean-Louis, tu seras jamais vieux. Et je me verrai de le tutoyer parce que j'ai beaucoup d'amitié à son endroit et beaucoup d'amitié sur le plan personnel et politique avec Madame Pécresse, même si on ne partage pas du tout on n'est pas du même camp. Mais on montre que quand il y a des énergies positives, on arrive à avancer. Moi, j'avance bien avec la région. Et quand j'entends et quand je vois et quand je lis L'Alarme, l'ouvrage de Jean-Louis Borloo, bah c'est exactement ce qui va nous donner la possibilité de faire en sorte que notre pays continue à être un grand pays, rentre dans le 22e siècle. Aujourd'hui, je vous donne un exemple en tant que maire. Le maire, c'est le premier contact pour la population, le premier. Avec tout le respect que j'ai pour la région, le département, la métropole, le PT, ils ne comprennent rien. Ils se disent, c'est soit le président de la République, soit le maire. Bon, Madame Pécresse, elle est connue et reconnue, parce que bon, c'est l'Île-de-France, mais globalement... Je suis un super maire. Non, mais globalement, vous faites un sondage, vous dites, citez-moi 3 présidents des régions, 3 présidents de départements, on ne connaît pas trop. Vous avez un problème de route. Alors, une fois sur deux, ça va être soit le département, soit ça va être la communauté de communes, l'établissement public territorial. Vous avez un problème de collège, il faudra avoir le département. Vous avez un problème de lycée. Vous allez voir, c'est la région. Vous avez un problème pour votre enfant, pour qu'il puisse se connecter pour Parcoursup. Ça va être avec l'État. Vous avez un problème pour une passerelle. Ça va être la métropole. Bref, on ne comprend rien. Il y a 7000 feuilles. Et parfois, c'est le fameux Europe. Donc effectivement, si notre pays doit continuer à avoir le ciment républicain, c'est-à-dire qu'on puisse croire dans les politiques, il faut changer de système. Alors, on a parlé beaucoup de modèles, de théories. J'aimerais qu'on entre vraiment un peu dans le dur, sur des questions comme la sécurité, sur la question comme la réorganisation, sur des questions comme l'immigration. Entrons un peu dans le dur et par exemple les très graves événements qui sont arrivés en matière de narcotrafic, où on a vu cet assassinat d'intimidation. C'est comme ça que le ministre de l'Intérieur l'a appelé. Quand on en est là, en termes de dégradation de la situation en France, quelle est l'application de tout ce que vous venez de dire ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un an, à Marseille, juge d'instruction, le procureur ont appelé au secours. Il y a 3 ans aussi déjà. Il y a 1 mois, le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence disait « j'ai 1200, je vais libérer tous les gars ». Donc, on a un problème de chaîne de fonctionnement. La chaîne est complexe. Et c'est pareil à Bobigny. Hein. Et c'est pareil à Bobigny. Non mais, attends, on a pris le truc, il est embolisé. T'as 135 000 mecs à Bercy, mais t'as que 9 000 magistrats. Non, ça a l'air de rien, mais pas assez de greffiers, pas assez de... Mais pardon, c'est pas le manque de magistrats qui fait qu'il y a des narcotrafiquants à ce point-là enhardis, ils assassinent les gens dans les rues à Marseille. Si, c'est important, le mauvais fonctionnement de la justice, parce qu'elle est embolisée, c'est clé. Mais quand un pays est pauvre, pisse le sang, 200 milliards de dettes, que rien ne fonctionne, du coup l'État, il va se dire non, mais on va faire une loi sur la fin de vie, tu vois, enfin, on occupe un peu le terrain. Bon, si c'est ça ta responsabilité, je te jure que tu vas le résoudre. Bon, je te jure que ça va aller beaucoup. Mais pardon, j'insiste, c'est pas une question de pauvreté seulement. On apprenait, après le drame de Tourcoing, qu'il y a des gens en France qui peuvent agresser physiquement un policier, et ne pas faire de prison du tout. Oui, quand on est à ce degré-là de désordre, c'est pas la faute de Bercy. Bercy a sûrement beaucoup de responsabilités, c'est pas la faute de Bercy. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là ? Tout. Bien sûr, enfin... Là, ce qu'ont dit les élus de Seine-Saint-Denis,
Il y a quelque chose que Karim a dit qui est très très juste. Il a dit, nous au niveau local, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément du même parti, mais on bosse ensemble et on bosse la main dans la main quand il y a un intérêt local. Et ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau de l'État. C'est pour ça que le projet de Jean-Louis est puissant. C'est parce que ce soit sur la sécurité sociale, où il dit on va pouvoir faire bosser ensemble le patronat et les syndicats, parce qu'on va leur confier les choses et on va leur dire vous nous équilibrez tout ça. Mais obligation d'équilibrer. S'il n'y a pas obligation d'équilibrer, ça ne marche pas. Mais vous allez nous gérer tout ça, on fait confiance, mais équilibre. Règle d'or, vous équilibrez. Nous, c'est pareil. Vous nous dites aujourd'hui, on doit faire quelque chose pour faire fonctionner le service, on le fera ensemble, de toutes les façons. Mais pour vous revenir sur le narcotrafic, qu'est-ce qu'ils ont dit les élus de Seine-Saint-Denis? Droite et gauche confondus. Ils ont dit, c'est pas normal que là où il y a le plus de problèmes, et on parle de la Seine-Saint-Denis, mais on pourrait parler de Marseille, c'est pareil. C'est même situation. Là où il y a le plus de problèmes, le plus de délinquance, il faut qu'il y ait le plus de réponses publiques. Or, c'est pas du tout le cas, parce qu'on a des tribunaux qui sont engorgés. Alors on y met souvent les meilleurs, que ce soit à Marseille ou que ce soit en Seine-Saint-Denis, c'est souvent les meilleurs juges, les meilleurs policiers, parce que c'est le plus dur, mais c'est pas là où on a le plus de réponses policières. Je ne sais pas combien de temps on met pour être jugé au tribunal de Marseille, mais ça doit être colossalement long, parce qu'ils ont trop d'affaires. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est en ça que la République vraiment fédérale, elle permet de différencier les situations. Nous, on a le mythe de l'égalité. Mais le mythe de l'égalité, ça consiste à mettre à peu près autant de juges là où il y a moins de délinquance que là où il n'y en a pas. Je dis à peu près, parce qu'on peut me dire que c'est pas vrai, qu'il y en a plus. Mais pas significativement plus. Dans les quartiers populaires, ce qu'a révélé Jean-Louis, c'est que en matière éducative, il y avait plus de besoins et qu'il fallait donc mettre plus d'énergie éducative. Vous voyez, et c'est cette incapacité à différencier les situations qui tue la France. Ça tue la France. Et sur le narcotrafic, je suis implacable. C'est un État dans l'État. Ils sont en train de nous corrompre de l'intérieur. Ils sont en train d'acheter. Et un jour, ils achèteront nos fonctionnaires. Ils achètent déjà, on l'a vu dans la pénitentiaire, on l'a vu dans la police, on l'a vu aux douanes. Ils commencent déjà à corrompre. Donc, il faut une armée vraiment de lutte contre le narcotrafic. Enfin, il faut des forces de lutte. Sous quelle forme? Sous quelle forme? C'est très concret. Sous quelle forme voulez-vous? Il va falloir les protéger. Sur cette question, donc à Saint-Ouen, on a réduit à 90% les points de deal. Bon, est-ce que la méthode Saint-Ouen peut être reproduite partout en France? Ça se discute. Comment on a fait? Justement, Madame la Présidente l'a évoqué, on n'a pas superposé des dispositifs, on a mis l'humain au centre du jeu. L'humain au centre des priorités. Concrètement, c'est quoi? C'est l'autorité, travailler avec la justice, travailler avec le ministère de l'Intérieur, travailler avec les parents, travailler avec les bailleurs, travailler avec les jeunes, travailler sur l'aspect préventif, travailler avec les caméras, la vidéosurveillance. Et il faut aider les maires à les financer. Justement. Donc très concrètement, vous avez multiplié, soyons très précis, pardon, vous avez multiplié les caméras de surveillance à Saint-Ouen? J'en ai 1000 chez moi. 500 dans l'espace public, 500 dans l'espace privé avec les bailleurs. Pas de tabou là-dessus. Et c'est nous qui les finançons hors compétence. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis Borloo? Bien sûr. Ensuite. Mais vous allez faire la guerre avec l'aviation, l'information, les commandos marines. Ouais. Mais évidemment. Ensuite, attendez, je vous rappelle quand même une époque où on disait sur les caméras de surveillance, attention, c'est la sécurité. Non, mais ça, c'était dans un débat des années 80. Il y a que quelques idéologues qui ont fréquenté à l'époque. Quelques idéologues qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, une grande partie. Certains de vos camarades de vos partis ou de vos alliés le pensent encore. C'est Jean Ouattara. C'est de mon parti, peu, mais qui se disent de gauche, oui. Mais ensuite, il y a un volet sécurité en termes d'environnement qui joue un rôle extrêmement important dans l'enquistement systémique d'un modèle où prospèrent les narcotrafics. Je parle du logement. Aujourd'hui, est-ce que les maires ont les moyens de réhabiliter, de rénover une bonne partie de leur parc immobilier? C'est très compliqué au regard du portefeuille, du millefeuille administratif. Donc, sur le plan de l'aménagement, sur le plan de la qualité, sur le plan du beau, sur le plan de la prévention, sur le plan des moyens techniques, sur le plan des moyens humains et donc des moyens financiers, ce qui renvoie le débat que vous aviez avant que nous arrivions, à savoir les marges de manœuvre budgétaires des collectivités territoriales, là, il y a un vrai sujet. La question, c'est aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, on est à un moment de bascule. Est-ce qu'on veut finir comme le Mexique, le Guatemala, le Venezuela ou le Benelux, ou est-ce qu'on veut continuer à être un État souverain? Dans ce cas-là, effectivement, il y a des discussions à avoir sur l'arsenal législatif, en faisant preuve de plus d'autorité, de respect, rétablir, on va dire, resanctuariser
le respect de l'autorité. Est-ce qu'on en est là, pardon, parce que les exemples qu'on donne, parfois on se dit c'est des propos très tôt, mais quand on cite le Mexique, quand on cite l'Italie, la mafia italienne des années 70 ou début 80, est-ce qu'effectivement il y a ce risque-là aujourd'hui en Il y a France? un rapport des sénateurs qui évoquait justement ce risque il y a de cela Moi, un an et demi. citer Il y a trois un maires risque. que j'ai eu au téléphone dans la semaine, en Ile-de-France. 3 qui ont les jetons, qui ne savent pas comment ils vont faire pour les municipales, du coup, s'ils vont y aller ou pas. Parce qu'on leur dit, on fait comme ça, on fait pas comme ça. Ils ont peur de quoi exactement? Ils ont peur physiquement, ils ont peur de se faire dessouder. Parce qu'il faut bien comprendre que quand des systèmes organisés ont compris les failles d'un système, ils te le font sur l'entrisme, ils te le font sur le narcotrafic, mais ils vont te le faire sur les faux médicaments, ils vont te le faire sur les faux papiers, c'est ça la mexicanisation. Non mais attendez, La ils mafia. ont peur de se faire dessouder par qui? Pas par des bandes. Mais je vois que vous êtes resté longtemps en Suisse. Ah oui. Bien sûr, par des bandes. Oui, je me faisais des illusions, vous voyez. Oui, mais non, mais attendez, c'est un système extrêmement grave. Hein. D'abord, on ne peut pas laisser la jeunesse de France au pied des immeubles. Pardon de le dire. Et là, ça ne pose pas la répression. C'est une folie. On a dessoudé 300 000 emplois dans les quartiers. Pardon, en 7 ans. Je ne dis pas que c'était des bons emplois. En tous les cas, ils servaient à quelque chose. Bon. On a fini les adultes. Donc, on a besoin d'éducateurs. Non mais pardon, je fais le naïf parce que je pense qu'il y a un problème réel. Ou bien on dit vraiment qu'en France, en 2025, il y a des maires qui ont peur de se présenter au municipal, de peine de se faire assassiner. Et alors il y a un problème d'ordre en France qui est de se faire assassiner, de se faire molester ou de se faire... Si on en est là, c'est que c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas dire qu'on exagère. Non, mais oui, je sais bien. Des maires qui se font brûler leur voiture, des maires qui se font brûler leur maison. Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, il s'est fait attaquer chez lui avec sa femme et ses enfants. Enfin, pardon, ouvrons les yeux, ne regardons pas ailleurs. Le prévenu sera jugé au mois d'avril. Rien à voir avec le narcotrafic. Hein. Mais et à Saint-Ouen, moi j'ai plus peur des cyberharcèlements et des conséquences que ça peut avoir pour notre sécurité que... ce que vous dites est tellement énorme, parce que je vous signale quand même que beaucoup d'hommes et femmes politiques, la phrase d'après disent oui mais il y a un sentiment d'insécurité, il n'y a pas vraiment une insécurité croissante, il y a un sentiment d'insécurité. Là vous ne nous parlez pas d'un sentiment d'insécurité, vous nous parlez d'une insécurité très grave, d'un désordre très grave. Allez demander à l'élu écologiste de Marseille ce que c'est que l'insécurité réelle, familiale, qu'est-ce qu'il ressent, qu'elle ressent sa famille. Bien sûr, ça existe. Et Darius Rochemin, moi, pour revenir à votre question, vous disiez, bon, qu'est-ce que les territoires peuvent faire de plus ? Déjà, apporter des solutions. Vous voyez, moi, par exemple, vous parliez des caméras de vidéoprotection, des oppositions idéologiques sur les caméras de vidéoprotection. L'opposition idéologique, elle s'est transférée sur ce qu'on appelle la vidéo intelligente, la vidéo algorithmique. La vidéo algorithmique, c'est celle qu'on a utilisée pendant les Jeux Olympiques, pour protéger les Jeux Olympiques, parce qu'on s'est dit, il y a un tel risque sécuritaire qu'il faut absolument qu'on ait les meilleures protections du monde. Donc on a testé, dans le métro, dans les transports, la vidéo algorithmique. Ça marche formidablement. Et qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, si quelqu'un crie, appel à l'aide, si quelqu'un descend sur les voies, si quelqu'un se bat, elle les repère immédiatement. Et comme nous avons construit, la région et l'État, un superbe centre de commandement et que nous avons déployé, 80 000 caméras dans les transports en commun, s'il y a quelque chose qui se passe devant une caméra, elle remonte immédiatement devant les policiers. On nous interdit de continuer à le faire. Aujourd'hui, le Parlement a voté contre. Ou plus exactement, alors je ne sais pas qui sont ceux qui nous gouvernent et qui votent les lois, mais ils ont voté qu'on pouvait continuer à le faire pour les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, mais pas pour la femme de ménage à 5h30 du matin qui va se faire agresser dans le métro. Donc, vous voyez, on comprend plus ces parlementaires. Est-ce que ça veut dire assumer une politique plus policière ? Il faut dire ce qui est. Pendant les Jeux Olympiques, Dieu sait si on a vu ces gens qui disaient « Ah, c'est merveilleux, Paris, comme c'est beau », mais en même temps, on avait de force pousser dehors un certain nombre de marginaux. Il y a un certain nombre d'opérations très policières qui avaient été faites. Disons les choses. Est-ce que votre but, c'est ça ? Mais ce qui était très frappant pendant les Jeux, c'est que si vous couplez de la présence humaine, parce que ce qui était frappant pendant les Jeux, c'était la présence humaine de personnes qui assuraient la sécurité. Mais pas que des policiers. Il y avait des personnes dans le métro, c'était de l'emploi de service, et de l'emploi de service qui amenait de la sécurité. Donc on avait cette présence humaine couplée à la vidéo algorithmique qui nous a énormément aidés. Parce que
une des choses qu'il faut savoir sur le narcotrafic, c'est qu'on n'est pas à armes égales, parce que eux, les drones, eux, la vidéo algorithmique, ils les ont. Moi, à Saint-Ouen, au début, il y a 10 ans, quand je suis installé, les dealers, ils avaient des petits drones. Donc quand je passais dans les rues, j'entendais bzzz, bzzz, je comprenais pas ce que c'était. Et c'était les guetteurs des dealers, ils avaient les drones. Et nous, on n'avait pas le droit de les utiliser pour la police municipale. Donc on n'est pas à armes égales. Donc les législateurs, au lieu de penser à une liberté publique fantasmée, qui est en fait la liberté des dealers, il ferait mieux de penser à la liberté des victimes et à la lutte contre le narcotrafic et retour de l'ordre. Voilà. J'aimerais vous entendre sur l'immigration, puisque dans quelques instants, on verra un sondage qui vous concerne. Vous êtes très bien placé dans les sondages popularité, Jean-Louis Borloo. Ah oui, voilà, le borloïsme se porte bien. Après, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus au gouvernement, Jean-Louis Borloo? 10 ans 20 ans. Non, 10 ans, non, n'exagérez pas, 10 ans je crois. Hein. Et pourtant, dans les sondages, vous êtes toujours bien. 16 ans, Cela dit, 16 ans. cela étant en termes de parti, vous savez très bien que c'est le RN qui est de très loin premier, et sur un thème évidemment qui est l'immigration en premier. J'aimerais que vous preniez la parole d'abord, Valérie Pécresse, parce que sur la question centrale qui est pour eux celle, dès qu'ils arrivent au pouvoir, d'organiser un référendum sur l'immigration, vous avez dit, moi je suis prête à le faire. C'est pas que j'ai dit que j'étais prête à le faire, c'était dans mon programme de la présidentielle de 2022. Et pourquoi c'était dans mon programme? Parce que je pense qu'on doit passer à un système d'immigration choisie. Moi, je crois que l'immigration zéro, c'est un mensonge. Voilà. Tous ceux qui nous disent on va faire l'immigration zéro, c'est un mensonge. Ils ne le feront pas. Et pour une bonne et simple raison. On n'a aucun motif de refuser à quelqu'un qui aime la France, qui nous aime, qui veut nous apporter quelque chose, de l'accueillir. Et si demain votre fille épouse non pas un Suisse mais un Français et qu'elle veut s'installer en France, eh bien nous serons très ravis, monsieur Rochebin, de l'accueillir. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'immigration choisie, c'est choisir qui on veut et surtout ne pas accepter des gens qui viennent de pays non coopératifs, qui ne veulent pas, qui sont ennemis de la France, qui refusent de nous reprendre leurs clandestins, etc. Donc ce serait 0 visa pour certains et des visas pour d'autres. Sur le principe, ça, c'est inconstitutionnel aujourd'hui. Donc il faut ce référendum pour dire je passe à l'immigration choisie. Et puis on peut rajouter 2 ou 3 petites choses. On peut dire que les clandestins n'ont pas le droit aux mêmes droits sociaux que les Français parce que c'est pas normal. On est le seul pays qui leur donne les mêmes droits. Ça n'est pas normal. Et puis on peut dire aussi que nul ne peut se prévaloir de la loi de son pays d'origine pour échapper à la loi commune. Parce que quand on s'installe en France, on a un devoir d'intégration dans la société française et d'assimilation aux lois françaises. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Louis, un référendum sur l'immigration? Oui, mais je dirais, comme sur tous les autres sujets, on a un problème de chaîne. Moi, je suis allé à la Cour nationale du droit d'asile. Parce que c'est comme l'instance qui décide. Parce que moi, je ne suis pas un intellectuel, donc j'ai besoin de voir. Quoi. Bon, j'y suis allé, passer la journée. C'est fascinant. Fascinant. Bon, d'abord, la composition du tribunal, je ne vais pas faire de la Cour. Bon, bref, parlons-en. Mais le dossier le plus rapide de toute la journée, c'était un Géorgien qui était là depuis 7 ans. C'est-à-dire que la mécanique à laquelle on arrive, tu arrives à La Ciotat, tu vas à la préfecture des Bouches-du-Rhône, puis après tu vas à l'OFPRA à Paris. Alors, il y a quelques OFPRA maintenant décentralisés, mais enfin la machine est ça. Et puis tu erres, tu vas voir les cousins et la famille. Et puis tu as la procédure OFPRA qui dure 1 an, 2 ans, selon t'as les papiers, pas les bons. Mais si ça marche pas, c'est-à-dire dans 80% des cas, tu as la cour d'appel qui est juste en face, tu as le guichet et c'est suspensif. Et tu repars pour 3 ans, 4 ans. Et tu peux faire appel autant de fois que tu veux, dès lors que tu as un petit événement, une lettre de maire qui dit je suis pas sûr de sa sexualité, enfin peu importe. Bon, donc c'est entre 7 et 12 ans. Tu as l'aide juridictionnelle payée par l'État français. Et alors, on a quand même 45 000 personnes à l'hôtel, plus 45 000 chez Coalia, qui est une association admirable, plus quelques autres. Bon. Donc, et ces gens-là, ils sont pas intégrés. Enfin, le Géorgien, il avait eu 2 enfants. Mais c'est quoi notre système où tu es entre 2 trucs? Tu as un droit de passage, tu as un droit d'être là, mais en fait, tu n'apprends pas le français si tu n'es pas francophone, tu n'as pas d'intégration réelle, tu es un espèce de non quelque chose, tu es un espèce de grille, et tout ça. Alors, tu as des gamins de 14 ans qui sont comme ça, avec je te raconte pas, après la puberté, t'étonne pas qu'il y ait des drames, laissés dans la nature, ça s'appelle les mineurs isolés, on en a 50 000, on ne s'en occupe pas réellement. Enfin, je veux dire, moi, au-delà des débats théoriques, j'aime tout ce qu'a dit Valérie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trucs qui marchent pas. Notre système, notre méthodologie ne fonctionne pas. Voilà.
Et ça représente combien de gens au total? Je vous rappelle que sur notre antenne, Impossible. le ministre de l'Intérieur avait de la peine à dire le nombre de clandestins illégaux en France. Vous ne le saurez jamais. Alors, vous ne le saurez jamais. Mais tellement c'est. Mais vous vous rendez compte, on est un pays. Bon, qui se gourde de 70 milliards. Il y a dehors la norme et mais la en bureaucratie. plus, sur les gens qui sont dans un process comme ça, donc tu peux estimer en disant combien ont bénéficié de l'AME, donc la probabilité qu'ils soient... Non, mais enfin, tout ça est honteux. Tout ça est honteux. Donc on est les rois du débat théorique. L'immigration est une chance, l'immigration est un drame. On est Mais au lieu de gérer, eh ben on a le droit de gérer notre peuplement, notre arrivée. On le fait dignement, on le fait correctement, mais on met en place les moyens de l'intégration. Karim Ouamran, sur le principe d'abord ce qui ouvrait la discussion du référendum sur l'immigration. Tout dépend comment on pose la question. Quelle est la question? Qu'on soit très concret. Ce serait un texte qui serait soumis au vote? Oui, ce serait la possibilité de faire des quotas migratoires pour choisir qui on accueille et de décider au Parlement quels sont les critères. Et on aurait des points. Et on pourrait être admis ou ne pas être admis. Vous êtes d'accord avec ça, par exemple, typiquement sur le regroupement familial, ça permettrait de dire, écoutez, non, si vous ne parlez pas français, si vous n'avez pas un métier, si vous n'apportez rien à la France, ben non, vous n'avez pas le droit de venir. Tous les grands pays démocratiques font ça, hein. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, tous les grands pays, maintenant la Grande-Bretagne, tous les grands pays aujourd'hui mettent en place des politiques. Et la Grande-Bretagne, je vous rappelle qu'ils sont travaillistes. Hein. Bon, voilà, ils mettent des politiques. Vous êtes d'accord avec ça, Karim Ouamran? Si un texte comme ça réglera le problème, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie hypocrisie. Vous répondez pas. Vous êtes d'accord ou non avec une proposition comme celle-là? Non mais être d'accord ou en désaccord, moi honnêtement, la question, je la prends pas comme ça. Si vous m'autorisez, oui. Non, je veux dire comment je la prends et ensuite je vous dis si je suis d'accord ou pas. Aujourd'hui, il y a une vraie hypocrisie sur la question de l'immigration parce que vous avez aujourd'hui, quand vous êtes clandestin, si vous êtes clandestin, vous avez rien à faire en France. Théoriquement, vous devez être expulsable. La question, c'est qu'on a un problème pour la reconduction. On a un sujet avec l'origine des pays d'où viennent les personnes, pourquoi elles émigrent. Souvent, il y a un sujet, la semaine dernière, j'étais à Belém, il y a un vrai sujet historique sur le plan écologique où on a pillé une bonne partie de ces ressources et là, on leur demande de se réadapter avec le problème des flux migratoires. Donc, deuxième problème. Et il y a un sujet, c'est que vous avez une bonne partie, quand vous dites clandestins, vous avez une bonne partie des clandestins, quand on dit qu'ils ne doivent pas bénéficier de l'AME, moi, je préfère qu'on durcisse notre capacité à pouvoir. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas qu'ils bénéficient de l'AME. À pouvoir expulser la gratuité des transports. Ceux qu'on doit expulser et régulariser ceux qu'on doit régulariser et qui cotisent et qui payent des impôts. Moi, vous êtes pour des régularisations en nombre? Mais là aussi, si ce sont des personnes qui sont intégrées économiquement, moi, je vous donne des cas très concrets parce que, comme l'évoquait Jean-Louis, on est dans le réel. Le clandestin, n'est pas à 100% une personne qui est venue dans un wagon et qui est un violeur et qui est un islamiste. C'est souvent ou parfois des personnes qui travaillent dans des restaurants, qui cotisent, qui ont des enfants scolarisés et qui se retrouvent parfois dans des situations complètement lunaires, ubuesques, où on leur dit mon titre de séjour ou ma femme a un titre de séjour, mes enfants sont nés en France et moi je me retrouve sous le joug d'une. Alors qu'à un moment, vous avez très bien remis en contexte, pardon, mais qu'on comprenne bien, vous êtes d'accord ou non, à la fin, vous n'avez pas répondu à la question, avec ce que dit Valérie Pécresse sur un référendum sur l'immigration? Sur la voie référendaire, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut y avoir. Ça veut dire quoi, rien à faire? Mais non, mais c'est-à-dire que est-ce que on vote oui, un référendum, c'est oui ou non? Moi, je pense que la question, elle est multifactorielle, comme le dit Valérie Pécresse. Complexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut travailler sur une immigration choisie, comme font une bonne partie des pays? Oui. Est-ce qu'il faut travailler avec les pays d'où viennent une bonne partie des immigrés? Oui. Est-ce qu'il faut éviter de se fâcher avec eux parce que, encore une fois, M. Retailleau a blessé la communauté algérienne, a blessé l'Algérie et a blessé. Vous pensez ça aussi, Valérie Pécresse? Les Algériennes et les Algériens. Sur Bruno Retailleau. Inacceptable et c'était scandaleux. Donc oui, il faut avoir un débat serein, mais pas apaisé, sur le référendum, pas stigmatisant et efficace sur les questions de l'immigration. S'il vous plaît. Non, juste sur Bruno Retailleau, puisque vous attaquez Bruno Retailleau, vous êtes d'accord avec ce que vient de. Je disais que d'ailleurs, il faut être. Vous dites qu'il a blessé. Coopérant avec les pays et les insulter et les blesser comme M. Retailleau a fait, c'est inacceptable. Mais je crois que ça venait un petit peu des deux. Aujourd'hui, 40% des personnes, des clandestins qui sont dans des centres de rétention. C'est-à-dire qu'on devrait expulser parce qu'ils ne sont pas souhaités en France. Donc soit ils sont criminels, soit ils ont... Voilà. Donc au QTF, les 40% sont algériens. Donc il y a un vrai problème. L'Algérie ne peut pas refuser de laisser retourner chez elle des personnes qui ne sont pas bienvenues chez nous. Ça n'est pas possible. Donc à un moment donné, forcément, il y a un bras de fer qui s'installe. Et le président de la République lui-même a bien été forcé de le reconnaître. Alors aujourd'hui, il y a un moment de détente. Ne
Ne ruinons pas ce moment de détente, essayons d'en tirer profit. Enfin, il faut que les Algériens comprennent que nous aussi, on a des lois, nous aussi, on a des frontières, nous aussi, on est un pays qui doit être respecté. Le respect, c'est c'est ensemble. Et franchement, il y avait des abus du côté algérien. Mais Madame la Présidente, chère Valérie, même sur la question de reconduction, qu'on regarde en termes de mécanique pure, opérationnelle pure, mais il y a un vrai sujet. Non mais il y a un vrai sujet. Je vous mets au défi la machine ne marche pas. On n'a pas les... Je vous mets au défi de trouver un politique en lui disant comment tu fais pour la reconduction. Ce qui est génial, c'est que vous voyez, ils n'ont pas le même regard sur tout. Non, ça on vient de le voir. Non mais attendez, et pourtant, sur ce saut fédéral de confiance, ils sont d'accord. C'est ça qui est riche. Et tant mieux, ils sont pas pareils, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même truc, pas la même vision, et la mise en œuvre sera pas la même. Mais sur le fait qu'on est à bout de souffle, que le système est ruineux et qu'on a une épopée de confiance à faire, oui. Eh bien, ils sont... Puis après, c'est aux citoyens de décider. Ils mettront peut-être Karim à tel poste, moi à tel autre, et après, on travaillera ensemble, chacun connaissant les positions de l'autre et chacun avec les compétences qu'il a. Mais on essaiera de résoudre les problèmes. Qui portera ces idées? On comprend que vous avez certains points communs, y compris certaines solutions, pas toutes, mais enfin certaines. Regardez ce sondage sur les personnalités politiques préférées des Français. Sondage pour Paris Match, il est paru le 18 novembre. Alors Dominique de Villepin, 49, Jean-Louis Borloo, 44, et on vérifiait, ça fait 15 ans, hein, vous n'êtes pas aux affaires, 15 ans, c'est long. Jordan Bardella, 43, Édouard Philippe, 41, Sébastien Lecornu, 41, etc., etc. Il manque Valérie Pécresse et moi-même, et on doit être juste après, je pense, c'est ça? Il va falloir mettre que 5. Et c'est quoi la question? Comment vous trouvez ça? Non mais quelle est la question? C'est ça la question. C'est ce sondage, comment vous le trouvez? Comment vous le recevez? Alors franchement, comme un moment d'humeur. Non, ce qui m'intéresse, moi, je vais vous dire, ma vraie question que je me pose, c'est tout cela, qui sont des copains, enfin, tu vois, j'ai de l'estime, s'ils n'arrivent pas à sortir du cadre de pensée dans lequel ils sont dans le fleuve, s'ils ne sortent pas du fleuve, s'ils ne regardent pas le fleuve, et qu'ils vont faire, on va en gros garder le même modèle, on va supprimer 100 trucs, on va faire je sais pas quoi, travailler plus, et qu'on reste dans le même modèle, la France est foutue. Je vous le dis sérieusement, la France est foutue. Voilà. Je pense qu'il faut absolument qu'on les pousse, qu'on les force, qu'on fasse péter tout ça pour que, sur 2-3 grands sujets, la structure de la France... Alors, restons un instant sur l'avenir électoral. Et là, permettez-moi d'être un peu moins sympa tout à coup sur la fin. Vous savez comment sont les journalistes, ils sont lâches. Au début, ils sont gentils, puis sur la fin, ils sont moins gentils. Quand on regarde vous étiez tout le temps gentil. Vous êtes tout le temps sympa. Moyen gentil. Quand on regarde ce que vous pesez électoralement, vous tous les trois, sur ce plateau, la réalité électorale, vous avez plein de bonnes idées. Rien, je suis pas... Attendez. Vous aviez soutenu Valérie Pécresse aux dernières élections? Modérément. Mais tout le monde m'a soutenu modérément. Non, mais voilà. Elle vous dira. Très bonne formule. Je pensais qu'elle... bonne formule. Moi, je l'adore, Valérie. Rappelons les chiffres. Je voyais pas l'espace, je voyais pas le... Voilà, elle m'en veut pas, la preuve. Ah si, peut-être un peu quand même. Non. Allez-y, Valérie Pécresse. Dites le fond de votre pensée. 4,8%. Les socialistes, vous représentiez combien à la dernière présidentielle? Rappelez-moi. Modérément. Modérément aussi, 1,8%. Voilà. Vous voyez bien, non mais je vous taquine parce que, évidemment, là, quand on regarde la réalité de force des partis aujourd'hui, pour pousser les idées dont vous venez de parler, il va falloir des alliances, soit sur votre droite, soit sur votre gauche. Où est l'alliance possible, Valérie Pécresse? Justement, l'intérêt de cette République fédérale, c'est qu'elle peut séduire des présidents de région. Or, les présidents de région, aujourd'hui, ils ont des majorités stables. Ils ont des vraies identités, ils sont plébiscités dans leur région, on est tous à plus de 50% d'opinion favorable dans nos régions. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas connus au niveau national, mais chez nous, les gens disent, ils font du bon boulot. Et puis ils nous changent notre vie, ils nous changent notre vie. C'est ça qu'ils disent. Et donc le sujet, c'est, je pense peut-être l'ambition de Jean-Louis, je ne sais pas, c'est à lui de le dire, c'est quand même que des présidents de région se lèvent. Et on parlait tout à l'heure de la désindustrialisation, qui est un drame national. Les pays qui ont le moins désindustrialisé, c'est les pays qui nous entourent fédéraux. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne. Parce qu'ils étaient fédéraux et parce que quand dans une région on ferme une usine, c'est un drame régional. Le président, il va se battre avec les dents pour la garder l'usine. Il va tout faire. Il travaillera la main dans la main avec les syndicats. Moi aujourd'hui, on a des risques sur Stellantis. On se bat comme des lions pour empêcher que le projet de Stellantis se dilue. Est-ce qu'on a perdu, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce qu'on a perdu en perdant certains grands barons de région, l'époque où il y avait des Defers, des Mauroy? Mais nous, on n'est pas des grands barons de région.
région, non mais monsieur Orgeman, allez vous laver les dents avec du savon, allez dire ça à madame Delga, allez dire ça à monsieur Rousset, allez dire ça à monsieur Bertrand, allez dire ça à monsieur Wauquiez quand il était président de région. Madame, avec le cumul des mandats, le problème du cumul des mandats, vous savez très bien que ça a diminué ce phénomène-là. Est-ce qu'on a perdu, en voulant faire les vertueux, est-ce qu'on a perdu au change? Mais on a les très bons présidents de région. Attendez, je m'en fous. Moi, c'est demain, on fait quoi? La vérité, je veux dire, je ne pense pas que le bloc tel que vous le décrivez, tout seul, même si nous on pousse, va changer la donne. Je pense que les Français vont l'exiger. Je pense que c'est tout le sujet du débat. De quel bloc vous parlez? En gros, de ceux... En gros, des gouvernements qui vont de Sciences Po Lille à Sciences Po Paris, et pour les plus audacieux, de Sub de Courrohan à l'ESSEC. Bon. Ce bloc s'est réduit. Le centre-gauche et le centre-droit, vous savez très bien, c'est les chiffres qu'on vient de rappeler là. De fait, aujourd'hui, vous devez trouver des alliances sur votre droite et sur votre gauche. Non, mais c'est pas de l'alliance, c'est l'alliance avec les Français. Mais vous êtes extraordinaire, vous n'avez aucune confiance dans les Français. Les Français, ils veulent une république fédérale à 71%. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils iront président de la République. Là, ils vont pas voter sur un référendum sur une politique fédérale. Sur une république fédérale. Mais vous vous trompez, ils vont pas se faire avoir une fois de plus. On a trouvé le président, le machin, tout. Mais attendez, c'est une blague. Il faut une équipe de redressement. Parce que passer d'un stade à un autre stade, ça va pas se faire avec les mêmes réflexes. Valérie Pécresse, vous savez très bien que c'est surtout dans votre camp que la question s'est beaucoup posée ces derniers temps. Sur ce même plateau, Laurent Wauquiez avait eu cette formule qui a fait mouche. Il répondait à Elisabeth Martichoux quand il a dit une sorte de grande primaire, de grand référendum, de d'union des droites, de Sarah Knafo. On n'est pas grand. Non, le sujet. De Sarah Knafo quand il disait de Sarah Knafo à Darmanin, vous partagez ça? Non, mais le sujet, franchement, c'est de la petite politique. Là, on n'est pas en train de parler de ça. Non, mais monsieur Rogeman, je pense que vous ne comprenez pas. C'est pas le sujet de la primaire de la droite aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'est-ce que le pays peut faire pour échapper à cette malédiction d'une dette colossale et à ces boulets aux pieds qui s'est mis en stratifiant des couches et des couches et des couches de bureaucratie qui sont les impôts que les Français ne veulent plus payer. Parce que la cohésion d'une nation, c'est d'abord le consentement à l'impôt. Si vous voulez plus payer aux impôts parce que vos services publics sont nuls, à un moment donné, il va y avoir une explosion. Donc aujourd'hui, le pays est au bord de l'explosion. Et ceux qui peuvent parler, je suis désolée, moi je ne crois à aucun de vos sondages, à aucun ni vos sondages de popularité, ni vos sondages quoi que ce soit. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on cherche le projet. Les Français cherchent le projet pour la France. Ils ne cherchent pas l'homme providentiel. Parce que ce n'est pas un homme providentiel de 30 ans ou un homme providentiel de je ne sais quoi qui va leur apporter... Alors 30 ans ont compris à qui vous pensez, mais je ne sais quoi, c'est quoi? 75 ans. Alors attendez, 75 ans, vous pensez à qui? Et Bardella, voilà, je pense à eux deux. Et donc je leur donne des âges. Mais ce n'est pas eux qui vont apporter la solution au pays. Ils n'ont pas de solution. Eux, ils sont dégagistes. Mais le dégagisme, ce n'est pas un projet. Le dégagisme, c'est pas une voie d'espoir. Le dégagisme, c'est juste ce qu'on fait quand on est en colère. Et après, on se regrette toute sa vie. Jean-Louis Borloo, là-dessus. Une crise adolescente. Sur ce dégagisme qui pèse quand même, ce sont eux qui, pour l'instant, sont dans les sondages si hauts. À partir du moment où, en gros, rien ne marche, on l'a fait courte. Vraiment. Alors qu'il y a une France qui va bien, par ailleurs. Mais dans ce qui fait nation, rien ne marche. Tous ceux qui vont continuer à dire, vous savez, on va continuer comme ça. Non, mais moi, j'ai pris mes distances, ou moi, je sais pas quoi, mais moi, je vais la faire plus jeune, ou moi, j'ai plus d'autorité, moi, j'ai de l'expérience. C'est une blague. Donc, les gens, ils savent qu'on est au bout du rouleau, qu'il faut changer radicalement nos modes de fonctionnement et de pensée. Et pour l'instant, les seules offres radicales, c'est sur les extrêmes radicaux. Sauf que eux, ils pensent pareil. En fait, vous aurez ça, mais il n'y aura pas le changement en profondeur. Avouez, pardon. Vous venez de dire, ça fait une heure que vous expliquez qu'il y a eu un désastre en termes de surbureaucratie. C'est vrai que les oppositions ont de l'argument pour dire vous avez raté, pour l'instant, vous qui étiez au pouvoir, vous avez raté. Donc, il faut une vraie alternance, que ce soit sur sa droite ou sur sa gauche. Vous prenez les Français vraiment pour des zozos. Ils savent qu'on est au bout d'un système. Ils ont aussi aimé ce système. Ils ont aimé cette république, on a mis un peu de région, un peu de trucs, un peu de machin, un peu d'action logement. Enfin, attends, tout ça était... Sauf qu'on ne peut plus. Et sauf qu'on est en train de mourir. Et donc, croyez comme les Polonais, ils ont viré Jaruzelski sur un truc à la noix avec une élection après Dangst, et tout d'un coup, un régime s'est effondré. Moi, je vous dis qu'ils savent qu'on est au bout du rouleau. On en est là, d'après vous? Oui. Quand ils voient ce qui va se passer avec la marche blanche de samedi, ils savent qu'on est au bout du rouleau. Mais ils le savent partout, beaucoup plus que vous ne croyez. Simplement, pour l'instant, il y a des radicalités apparentes. Il faut qu'il y ait
projet radical avec une équipe radicale qui dépasse tous les contingents, avec des gens qui ont une culture de mer, de gens qui ont géré des trucs difficiles, de ressources humaines. C'est ça dont on a Jean-Louis besoin. Borloo, j'aimerais conclure avec vous, Oui. et je vois Valérie Pécresse, elle va encore me dire de me laver la bouche avec du savon, parce que je vais vous poser des questions de petite politicaillerie, mais en même temps, c'est là. Épargnez-vous. C'est le dirige, c'est la France, c'est le gouvernement de la France. Est-ce que vous avez vraiment failli devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron? Mais pas du tout. Pourquoi vous avez dit ça? On l'a tellement dit. Non, mais c'est le marquis de source sûre se répandait dans les rédactions. Je ne connais pas le marquis de source sûre. Je pense que ça n'a jamais été dans l'idée du président et ça n'a jamais été dans les miennes. Mais je vais dire pourquoi. Pas par défi, c'est très, très honorable d'être chef de gouvernement de ton pays. Simplement, je considérais qu'il n'y avait pas de mandat. Moi, je ne crois qu'à cette solution radicale. Il vous avait testé? Il vous avait testé? Non, je pense pas. En tout cas, il avait discuté avec vous? S'il l'a fait, il l'a fait subtilement. Non, mais je veux dire, on est en fin de mandat. Dans 500 dodo, le système est plus là. Il faut qu'on bâtisse dès maintenant le nouveau système. Donc, ça n'avait pas de sens d'accompagner le système. Merci beaucoup. Merci Valérie Pécresse. Merci Karim Ouamrane. Et merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'avoir Merci été avec nous.